Bonjour et bienvenue sur notre talk show Let's Cyber Talk. Je m'appelle Yasmine Douadi, je suis présidente et fondatrice de la chaîne d'information Risk Intel et co-organisatrice de cette émission aux côtés de Charlotte. Merci Yasmine. Moi je suis Charlotte Volsik, je suis responsable de compte chez Capgemini, mais aujourd'hui c'est sous l'égide du pôle d'excellence cyber que je serai à vos côtés avec Yasmine et que nous discuterons autour de la thématique « Pouvez-vous avoir confiance dans votre cloud ?» Nous ferons une première introduction avec Pierre Bélanger. Pour présenter rapidement Risk Intel, il s'agit d'un fil d'actualité qui centralise l'ensemble des informations que l'on peut retrouver de manière quotidienne sur les sujets inhérents au management des risques. Vous pouvez y retrouver donc cette actualité, mais également des interviews qui sont réalisées de façon mensuelle et des tables rondes des experts dans lesquelles nous invitons des experts à venir débattre de sujets inhérents au management des risques. Comme on vous l'expliquait, cette émission, ce talk show, se fait en partenariat avec le pôle d'excellence cyber. Je vais laisser Arnaud vous en parler un petit peu plus. Bon, moi, je suis l'amiral Coustillère et je suis là aujourd'hui au titre du pôle d'excellence cyberdéfense. Et rappeler le pôle d'excellence, c'est simplement un cluster qui a été monté en 2014 par le ministère des Armées et la région Bretagne et qui a vocation à rayonner nationalement et voire au niveau de l'Europe à partir de la Bretagne. Pourquoi la Bretagne ? Puisque c'est le barycentre des capacités cyber du ministère des Armées, avec plus de 3800 créations de postes d'ici 2023 et des centres d'excellence. Ce pôle a été créé avec des grandes entreprises fondatrices, plus de 13. Bien sûr, tous les grands noms de la cyber, vous avez Thales, vous avez Airbus, vous avez Capgemini, vous avez Orange, vous avez Sopra Steria, mais aussi l'EDF, Naval Group, La Poste. Et autour d'eux, un certain nombre de PME, je ne citerai que Amosis, Diatim, Bertin, et en matière de recherche et développement, l'INRIA, le CNRS, puis quasiment tous les grands instituts de formation qui ont une représentation en Bretagne. On peut parler des facs de Rennes, on peut parler de l'ENSTA, de Saint-Cyr, de l'école navale, mais aussi d'EPITA et Epitech. Donc la vocation de ce poste, le pôle créé en 2014, c'est la promotion de la cybersécurité et de placer l'excellence du ministère des Armées au service de la nation, au service quoi. Ça a été le premier grand cluster qui a été créé. Et aujourd'hui, très heureux de voir qu'il y a le campus cyber qui est en train d'être créé. Donc tous ces clusters, il y en a un aussi en région Méditerranée, il y en a un en région de Lille. Tous ces clusters vont pouvoir travailler ensemble. Donc ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette émission, ce regard croisé que l'on a voulu mettre en place entre le PEC et Risk Intel. Et on est très heureux, pour cette première émission, de rassembler des témoignages, des regards croisés très différents, avec d'abord Pierre Bélanger de Skyrock, qui était quand même l'apôtre de la souveraineté numérique quasiment depuis 2009, à une époque où il prêchait tout seul. Et puis de côté, nous avons un représentant de Capgemini, qui est Louis, qui a une vision globale, qui a une vision de celui qui doit traiter avec différents fournisseurs d'accès à Internet. Et puis de l'autre côté, un clouder avec Fenitra qui va nous donner le regard de Google. Donc voilà, cette première émission était destinée à aller du plus stratégique du domaine mais à vous emmener aussi dans les couches techniques les plus compliquées, puisqu'ils vont vous parler du cloud computing, ils vont vous parler du confidential computing, pour vous montrer la complexité de ce domaine et pour y parler, pour y trouver sa voie, pour y trouver comment entrer, il faut arriver à comprendre ce qui est dans le domaine stratégique, mais tout en étant capable de descendre dans la technique. Voilà un peu l'ambition que nous avons pour ces différents épisodes, et on aura normalement 5 d'ici l'été. Bonjour Pierre Bélanger, donc vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler du premier sujet donc de cette émission qui est Let's Cyber Talk, sur le sujet de pouvez-vous avoir confiance dans votre cloud ? Bonjour à vous, bonjour à tous, à ceux qui nous regardent. Il y avait, c'était il y a longtemps, peut-être 2-3 ans, un magasin qui s'appelait Toys R Us. Et Toys R Us, c'était un magasin américain qui vendait des jouets chinois en France. Et j'y allais faire des courses pour mes enfants. Et j'avais remarqué que sur tous les objets, du plus petit au plus grand, il y avait C et E marqués dessus, communauté européenne. Et donc on avait là la rencontre, je dirais, de l'industrie chinoise, du savoir-faire commercial américain et du droit français et surtout du droit européen. Ça marchait très bien. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas quand on parle d'Internet et quand on parle du réseau ?
Pourquoi est-ce qu'on ne se retrouve pas dans cette situation finalement si simple, où des grandes entreprises, dont on connaît tous les noms, pourraient ici faire leur travail parfaitement normalement, et nous être dans ce contexte-là en sécurité? Eh bien, on ne l'est pas. On ne l'est pas, et pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons est liée au fait qu'il n'y a pas de souveraineté numérique. Alors, je parle d'autant plus facilement de cette souveraineté numérique que j'ai été à l'initiative de la prise de conscience sur ce sujet, et que depuis les années 90, donc ça fait un certain temps, que je pousse ces concepts, et il y a un formidable déni de nous tous sur le sujet. Et on me dit, mais comment fait-on pour regagner la souveraineté numérique? Déjà, il faudrait l'avoir, et nous ne l'avons pas. La souveraineté, c'est la maîtrise de son destin. Dans une démocratie, il y a une loi commune. Ça peut être une démocratie, donc c'est une loi qui a été choisie par tous, et elle est préservée par un territoire, et par une frontière, et par des forces armées, une sécurité. Sur le réseau, on m'a dit, mais tous ces concepts de souveraineté numérique ne servent à rien, puisque il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontières, et c'est mondial, et c'est fantastique, et voilà. Et en fait, on est sous souveraineté d'un tiers, parce que la souveraineté, elle ne disparaît jamais. Et dès lors qu'elle n'est pas là, elle s'y retrouvera. Donc on est sous souveraineté d'un tiers, un tiers extraordinaire, qui sont généralement les États-Unis, et qui sont promoteurs de l'Internet. D'ailleurs, le président Obama l'avait bien dit, c'est à nous, donc c'est nos règles. Donc, il l'avait dit très sympathiquement. Et donc on est dans un contexte aujourd'hui où toute la transition du monde d'aujourd'hui vers le monde de demain, qui est ce monde, je dirais, d'atomes, un monde d'atomes et d'électrons, qui est vraiment le monde de demain, un monde de l'information, en fait, on quitte le territoire national pour aller ailleurs. Et d'ailleurs, la crise du Covid a été certainement un des plus grands phénomènes migratoires connus, puisqu'on est tous allés travailler aux États-Unis sans le savoir. Et que vous avez chaque jour, par exemple, 80% du trafic de données créées sur le territoire national qui part aux États-Unis. Alors certains ont dit, il y a le Privacy Shield. Voilà. Alors le Privacy Shield a été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne parce que c'était une mascarade, en fait. Bon. Et donc, par conséquent, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement critique. Nos données s'en vont. Elles partent aux États-Unis, sans aucun statut juridique désormais. Nous ne sommes pas sous droit américain, puisque nous ne sommes pas citoyens américains. Nous ne sommes pas sous droit européen, puisque nous ne sommes plus en Europe. Donc nous sommes les sans-papiers du numérique, des nations entières, des pays entiers. Et on continue. Et on considère que c'est normal. Alors c'est vrai que souvent il y a un smiley qu'on rajoute à tout ça, et donc c'est vrai que beaucoup de gens pensent que les smileys, c'est quelqu'un qui leur sourit. Donc on comprend que globalement, il y ait cette étrangeté dans laquelle on vit. Pour les entreprises, c'est terrifiant. Une entreprise, elle doit assurer la meilleure efficacité possible. Elle a des outils à sa disposition. Ces outils sont testés, éprouvés mondialement, de haute technicité. Ils peuvent les utiliser. Mais le prix invisible qui est payé est phénoménal. Mais c'est un prix de main. Si on vous demande des résultats au trimestre et que le prix est payé dans 2 ans par le successeur, et que vous avez continué votre carrière dans l'agroalimentaire, c'est pas grave. Donc en fait, on est dans un court-termisme où on a obligé nos entreprises à mal agir. Et ça, c'est extrêmement grave. Et aussi, je prends le cas des entreprises américaines, parce que ces entreprises américaines, c'est des gens comme nous, qui aussi font mieux leur travail et qui aussi aiment leur pays. Et qui aussi, eux, considèrent que leur pays doit être souverain. Et donc, ils sont dans l'impossibilité de fournir une prestation parfaite. Et non seulement nous n'avons pas de souveraineté numérique, mais de surcroît, les Américains, mais comme les Chinois, ont des lois dites extraterritoriales, c'est-à-dire des lois qui s'appliquent en dehors de leur pays. La loi extraterritoriale, c'est le Patriot Act, qui donne accès intégral aux agences de renseignement, à toutes les données. C'est le Cloud Act, qui donne accès aux services judiciaires et à la police, à tout ce qui est stocké par des sociétés américaines, y compris à l'extérieur de leur territoire. Mais je comprends les Américains.
On est dans un monde où l'information est capitale. On est dans un monde où toutes les stratégies de renseignement, toutes les stratégies de défense sont mises à plat et à la fois totalement amplifiées par le réseau. C'est bien évident que si je suis d'entreprise américaine, je vais défendre mon pays où qu'il se trouve et où qu'il soit. Donc on se retrouve face à des injonctions contradictoires. Nous, Français, on veut exercer notre métier et le faire avec les outils qui sont à disposition. Les Américains nous donnent, et les Chinois nous donnent du matériel, mais qui sont aussi, eux, sous leurs propres lois. Et finalement, les États nous mettent dans une situation impossible, et cette situation impossible, elle est liée à leur propre légitimité à nous défendre. À ça s'ajoute la confusion qui est faite par les Américains, mais par d'autres aussi, hein, entre appareils de sécurité et intelligence économique. C'est le même. Donc, non seulement on peut dire que ce sont nos alliés, mais ce sont aussi nos concurrents. Mais c'est les mêmes outils qui vont servir à recueillir des données commerciales qui pourront servir contre nous et en même temps à nous protéger d'éventuels terroristes et autres. Donc on est dans une situation qui est épouvantable pour un dirigeant d'entreprise, que ce soit un dirigeant d'entreprise américain qui travaille en Europe, que pour les Européens. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Bien, il faut essayer de s'en sortir. Il faut essayer de s'en sortir par la prise de conscience et les discussions que des grands acteurs comme Capgemini et comme d'autres ont aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on peut amener un service à nos clients tout en leur donnant cette prise de conscience et en même temps en essayant de leur apporter des solutions. Alors les solutions, elles sont pour beaucoup dans l'hébergement, hein, le fait que les données, ça s'appelle des données, c'est peut-être pour ça qu'on les a laissées partir, mais elles doivent être ici. Elles doivent être localisées ici, et cette localisation, elle est juridique, elle peut être physique, et en tous les cas, de droit, elles doivent répondre de notre droit. Première chose, comme les jouets de Toys R Us, qui étaient là. Bon, ce qu'on peut faire avec les jouets, on peut le faire avec les données, hein, je le suis sûr. Donc elles doivent être sous notre droit. Ensuite, le Cloud Act et le Patriot Act. Je pense que c'est le moment d'une grande initiative que j'annonce ici, en exclusivité, là c'est vrai, qu'on demande la levée du Cloud Act et du Patriot Act pour les alliés des États-Unis, c'est-à-dire les pays européens, c'est-à-dire l'Australie, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, et ceux qui sont en général dans cette alliance très ancienne qui a été éprouvée par des décennies de combats différents. Ça n'a aucun sens qu'on soit sous Cloud Act et Patriot Act en Europe vis-à-vis de nos alliés américains. Ça n'a aucun sens pour eux et ça n'a aucun sens pour nous. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, pour les entreprises françaises, ça, c'est un projet à long terme. Le temps que les Lituaniens soient d'accord, il y a un certain temps. Or, la semaine prochaine, il y a des décisions à prendre dans les entreprises. Donc, comment faire? Je pense que déjà, il faut faire appel à des professionnels qui vont vous dire, voilà, vous avez ce service-là, mais vous avez cette alternative. Ou vous avez ce service-là, mais vous avez telle précaution que vous devez prendre. Ou voilà comment éventuellement séparer vos données, mais vous ne pouvez pas agir seul. Vous ne pouvez pas prendre ce qui est sur une étagère sans avoir un ensemblier, quelqu'un qui vous accompagne pour pouvoir agir. Donc aujourd'hui, on a un défaut d'État. La frontière, elle existe, c'est le chiffrement. Le territoire, il existe, c'est les données. La défense, elle existe, c'est tout ce qui a été fait depuis maintenant quelques années pour qu'on ait une cyberdéfense, une cybersécurité. Donc tout ça existe, mais c'est peut-être à nous de précéder cet effort en montrant des alternatives. C'est très intéressant, le RGPD. Le RGPD, donc le Règlement général de protection des données, dit vous devez proposer une alternative. Si vous laissez un acteur, vous dites voilà, je suis sur tel service. Alors je vous rappelle que toutes les agences de renseignement ont accès, que vous n'avez plus rien, que vous êtes fini, qu'on peut modifier vos données, que vous serez arrêté à votre arrivée aux États-Unis. Cliquez ici OK. I accept. Aïe. Bon, peut-être des gens vont le faire, mais si vous dites voilà, il y a ça, nous on vous informe de ça, et en même temps vous avez une alternative. Voilà, cette grande société cyber à Gacougnol et Bouzouille qui a fait un produit exceptionnel. Et elle existe, cette société, certainement. Il y a plein d'alternatives qui existent. Voilà, donc il faut mettre en avant nos alternatives, il faut mettre en avant nos forces, il faut faire appel à des professionnels et il faut bricoler de la souveraineté numérique tant qu'il n'y a pas un accord entre États. Et la base de cet accord entre États, c'est justement de renoncer au Cloud Act et du Patriot Act en Europe. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour,
Alors, le cloud prend une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, les entreprises, voire 80% des entreprises, dépendent de chaînes d'approvisionnement qui sont mondialisées. Donc, cet appel à la souveraineté numérique, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est nécessaire? Et si oui, pourquoi? Je peux commencer si tu veux. Alors, donc je représente Google Cloud. Effectivement, étant dans une société faisant partie d'un groupe américain, nous comprenons ce besoin de souveraineté. Et en parlant de souveraineté, c'est vraiment plus d'autonomie et de contrôle de la part du client qui est attaché au cloud. Nous comprenons ce besoin de souveraineté et avec beaucoup d'humilité, nous avons rencontré d'ailleurs des décideurs politiques en France et en Europe ces derniers mois, pour même dire pendant toute la période de l'année dernière. Nous avons rencontré des clients cloud, nos clients stratégiques, et 3 éléments sont venus au cours de ces discussions. Le premier, c'est que les clients avaient besoin d'un contrôle, un contrôle total. Ils voulaient être l'ultime arbitre des accès à leurs données. Deuxième chose, ils voulaient pouvoir inspecter les actions des administrateurs Google. Ils voulaient pouvoir inspecter les actions des administrateurs Google. Et enfin, troisième chose, ils voulaient pouvoir survivre, faire en sorte que leur application puisse survivre à une disparition de Google ou à une incapacité de Google pour fournir ce service. Et nous pensons bien évidemment que la technologie peut aider dans la réalisation de ces 3 problématiques. Donc donner plus de contrôle, donner de l'inspectabilité et permettre d'avoir une capacité de survie. D'accord. Oui, alors en tant que directeur technique chez Capgemini, nous on participe à d'énormes projets de Move to Cloud, donc de transformation numérique ou digitale de l'entreprise. Et évidemment, il y a une adoption du cloud qui est évidente, que ce soit du monocloud, du multicloud, de l'hybride, mais en tout cas, il y a une adoption qui est forte. Et ce que j'ai pu constater, c'est que cette adoption, elle a une conséquence que moi je considère comme bénéfique, qui est en fait de donner plus d'importance à la donnée et à l'application. Je pense qu'on s'est fourvoyé pendant de longues années avec une importance trop je dirais, donnée au réseau, aux infrastructures. Donc systématiquement, la sécurité est basée sur des firewalls, du réseau, toutes ces composants de sécurité, ce qui était bien, mais pas suffisant. Et donc nécessairement, on donnait un peu moins de poids aux données et aux applications. L'adoption du cloud va redonner, je dirais, cette importance aux données et au cloud, puisque l'infrastructure disparaît. Vous connectez au cloud, il n'y a plus vraiment d'infrastructure, il y a vos données et le cloud. Et donc à partir de là, si vous avez vos données et vos applications qui sont parfois critiques ou très critiques dans un cloud, public ou pas, immédiatement vous allez vous poser la question de la protection de ces données, la protection de ces applications et donc de souveraineté. Donc en effet, cette adoption qui est en fait une demande business, qui n'est pas une demande venant des équipes de l'informatique ou de la sécurité, c'est plutôt une demande du marché et du business, des activités principales de ces entreprises, et bien là cet effet un peu bénéfique sur la donnée et l'application. Et aujourd'hui, l'échelon raisonnable pour vous, souhaitable, en ce qui concerne la souveraineté numérique, il se situe où? Est-ce que c'est au niveau plutôt de la nation, par exemple la France? Est-ce que ça serait plutôt au niveau d'une zone économique comme l'Union européenne, ou peut-être vu avec des modèles différents, en accords bilatéraux, ce genre de choses? Comment vous le voyez, ça? Moi, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a 2 aspects essentiels lorsqu'on veut sécuriser un cloud, enfin au moins 2, il peut y en avoir plus, mais au moins 2. Le premier, c'est évidemment le modèle de menace. Qu'est-ce qu'on essaye on essaie de se protéger face à quel type de menace? Est-ce que c'est une menace externe? Est-ce que c'est le provider? Ainsi de suite. Donc il y a déjà le premier élément, c'est la partie modèle de menace qu'on doit définir, contre quoi on veut se protéger. Et deuxième aspect, pour répondre à ta question, c'est la classification des données. Donc en effet, on ne va peut-être pas protéger de la même façon une donnée qui est totalement publique et une donnée qui est essentielle, critique et même pourquoi pas confidentielle. On peut même pourquoi pas se poser la question de dire est-ce que je mets cette donnée dans le cloud ou pas, ou dans un autre type de cloud, hybride ou négocié avec un partenaire. On peut envisager ce type de réponse. Mais en tout cas, on doit être en capacité à classifier ces données. Alors il existe des solutions qui le font dans le cloud de façon plus ou moins automatique. Et donc en effet, par rapport à cette classification des données, je pense que les éléments de réponse se situent avec différents acteurs. Ce sont des données hyper confidentielles à très haut niveau de sensibilité. On va plutôt travailler avec des États, des gouvernements, en respectant des règles, des référentiels comme ceux de l'ANSSI ou pourquoi pas d'autres référentiels internationaux. Par contre, sur des données qui sont peut-être un peu moins critiques, eh bien là, on pourra peut-être se permettre de travailler plutôt au niveau européen ou de travailler simplement avec une technique
ou pourquoi pas même avec une technologie, ou même pourquoi pas avec le cloud opérateur. On peut très bien voir avec lui, dire voilà, moi j'ai des données relativement importantes mais qui ne sont pas confidentielles. Quel type de solution vous pouvez me proposer pour les sécuriser? Après, évidemment, le client ou le partenaire est libre de choisir ce qui est la meilleure solution. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'il y a vraiment un arsenal de réponses qui va dépendre à la fois du modèle de menace et à la fois de la classification des données. D'accord. Oui, tout à fait d'accord. Et je voulais commencer par une remarque. En fait, ce besoin en termes de souveraineté n'est pas propre à l'Europe d'ailleurs, ni à la France. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres pays et dans nos discussions avec d'autres clients, notamment ceux situés en Asie. Je dirais qu'à la différence de l'Asie, en Europe, nous avons la chance d'avoir un environnement harmonisé. Nous avons notamment des législations, que ce soit sur les données personnelles, sur les données non personnelles, qui sont harmonisées avec la réglementation, le RGPD, mais aussi le règlement européen sur les données non personnelles. Nous avons aussi des initiatives, on va dire, qui viennent des États européens. Je pense par exemple à Gaia-X, des initiatives européennes qui permettent de promouvoir des standards européens, qui permettent de promouvoir des initiatives, un écosystème européen de la donnée, de l'infrastructure, qui me fait penser que l'échelon européen, au sein de laquelle d'ailleurs la France a un rôle fort à jouer, fait sens. Et le cloud permet justement de pouvoir répondre à ces contraintes, à ces spécificités d'une région, d'une zone économique à grande échelle. Très bien, très bien. Alors, on parle bien vraiment de ce concept de souveraineté numérique, de ce besoin même de souveraineté numérique, mais concrètement, comment on peut mettre en œuvre une véritable souveraineté numérique, selon vous? C'est un vrai sujet complexe, quand même. Pour moi, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, il est technique. On peut évidemment mettre en place des technologies, des solutions, elles-mêmes souveraines, c'est-à-dire sur lesquelles on a une certaine prise, un acteur local, un acteur français, si on parle de souveraineté française. Donc, une solution qu'on va quelque part, pour prendre un terme anglais, truster, en laquelle on a une certaine confiance. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, des solutions techniques. Le deuxième élément de réponse, c'est pourquoi pas de l'infrastructure, c'est-à-dire avoir un hoster ou des data centers, ou en tout cas une infrastructure qui va être sur le territoire national. Pourquoi pas? Ça peut être un élément de réponse, qui n'est pas nécessairement le meilleur élément de réponse, mais ça peut faire partie de la réponse. Et puis le troisième élément, c'est en effet commencer à se dire, on a vu tout à l'heure avec Pierre, qu'il y avait le Cloud Act, le Patriot Act, donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'on est sur le territoire français, en fonction du partenaire avec qui on travaille, qu'on est complètement protégé. Il faut faire attention à cet aspect-là. Donc là, on va pouvoir aussi engager sur des choses un peu plus complexes qui vont combiner à la fois des technologies, à la fois des partenariats stratégiques. Une fois encore, un opérateur, mais pourquoi pas aussi un fournisseur de solutions technologiques. Donc là, on va combiner ensemble ces moyens de réponse. Donc moi, j'ai tendance à dire que pour être en mesure de mettre en place cette souveraineté, il faut vraiment définir à quel niveau on situe le curseur. Je prends un exemple très concret. On verra, je pense, plus tard les solutions techniques qui permettent de sécuriser le cloud, mais une des solutions consiste à chiffrer les données dans le cloud. Et on peut même aller un peu plus loin, on peut dire, je vais chiffrer, pourquoi pas, l'exécution des applications dans le cloud. Mais là, on va être obligé, quelque part, de faire confiance, vu les techniques qui existent aujourd'hui, à certains acteurs, en particulier, par exemple, le fournisseur du processeur de la machine, qui est pourtant soit américain, Intel, AMD ou d'une autre origine, mais pas européen, parce que clairement, il n'y a pas vraiment de fondeur de chipsets au niveau à grande échelle. Il y en a quelques-uns sur des niches, des métiers comme le militaire, mais sur du serveur Intel, il n'y a pas. Et donc là, clairement, est-ce qu'on fait confiance aux chipsets? Est-ce qu'on fait confiance aux processeurs? Donc c'est à nous de déplacer ce curseur pour être capable de dire, toujours en fonction de la donnée qu'on veut sécuriser, eh bien, est-ce que je fais confiance à l'opérateur? Oui, non. Est-ce que je fais confiance à la solution technique? Oui, non. Est-ce que je fais confiance au processeur? Oui, non. Si je ne fais pas confiance au processeur, il faut que j'engage immédiatement une vraie discussion avec des gros acteurs qui existent en France, de création de processeurs spécialisés pour dire, moi, je n'ai pas confiance en Intel. Mais là, on pousse vraiment, je dirais, le paradigme un peu loin, et ça coûtera nécessairement beaucoup plus cher, et ça sera aussi plus long à mettre en œuvre. Alors, nous, chez Google Cloud, par rapport à cette question, on a effectivement essayé d'écouter nos clients, les besoins qui ont été remontés, et on a défini 3 niveaux de souveraineté. La souveraineté de la donnée, qui va permettre de répondre à la problématique du contrôle, d'être l'ultime arbitre de qui accède à la donnée.
la souveraineté opérationnelle pour répondre à la question de l'inspectabilité, et enfin la souveraineté logicielle pour répondre à ce besoin de pouvoir survivre à son fournisseur cloud s'il est dans l'incapacité de rendre ce service. À chaque niveau, il y a effectivement des technologies, des solutions techniques qui vont permettre aux clients d'avoir ce contrôle et cette autonomie, donc c'est cette souveraineté, on va dire, dont elle a besoin. Donc par rapport à la souveraineté de la donnée, où on va pouvoir répondre à des problématiques de type Cloud Act, par exemple, via des mécanismes de chiffrement, ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'en fait, on va utiliser un External Key Manager qui va héberger la clé de chiffrement à l'extérieur de notre infrastructure, chez un tiers, un partenaire français par exemple, qui va générer cette clé. Et à chaque fois que Google aura besoin d'accéder à la donnée, on va devoir fournir un justificatif, donc avec un outil qu'on appelait Key Access Justification. Et l'opérateur aura la possibilité de refuser l'accès à cette donnée. Et ça va effectivement permettre de donner un contrôle sur qui accède à la donnée, parce que pour chaque accès, il y aura une justification. Très concrètement, avec la souveraineté opérationnelle, on pourra utiliser des technologies de type Ontos, les évolutions d'Ontos, qui pourraient être déconnectées de notre système et permettre à un client cloud de pouvoir inspecter, de pouvoir vérifier quelles ont été les actions qui ont été entreprises par un administrateur Google et s'en prémunir lorsque cela porte atteinte à leurs applications, à leurs ressources. Enfin, la souveraineté logicielle avec l'évolution d'Ontos, mais avec de l'open API ou de l'open source, enfin du logiciel open source, va permettre à un client cloud de pouvoir continuer à utiliser son application, quand bien même Google serait dans l'incapacité de fournir ce service. Alors, ce qui est intéressant quand vous dites de ce que vous dites, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a Google qui s'adapte en fait aussi à un besoin qui est présent. Mais est-ce que c'est que des initiatives privées qui doivent être à l'origine de cette adaptabilité, on va dire, pour répondre à une souveraineté numérique, ou est-ce que les gouvernements ne sont pas aussi, n'auraient pas non plus leur mot à dire là-dedans? Est-ce que c'est pas une action conjointe aussi qu'il faut peut-être envisager? Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, hein, les gouvernements ont leur rôle à jouer, de par la création de ces référentiels. C'est aussi important d'être capable de dire, voilà, moi je suis un acteur important, par exemple, imaginons que je sois un OIV ou un OSE, donc je suis entre guillemets normalement censé respecter un référentiel ou des best practices ou des guides, des guidelines, des recommandations fortes données par le gouvernement. Encore faut-il qu'elles existent. Donc en effet, les gouvernements là vont devoir, alors c'est le cas aujourd'hui avec l'ANSSI sur certains sujets, mais il y a des sujets sur lesquels il y a peut-être encore des travaux à mener, mais il faut quand même ce référentiel ou ces recommandations qui vont permettre à ces acteurs importants comme les fournisseurs d'infrastructures critiques d'être assurés et de dire, moi j'ai respecté en effet les recommandations et le référentiel fourni par l'État français ou par l'Europe, pourquoi pas, et en plus, quelque part, je travaille avec les bons partenaires technologiques qui correspondent à ce même référentiel. Donc il y a un jeu à 3 ou même à 4 entre l'État, le fournisseur de cloud, le partenaire comme Capgemini par exemple, qui peut aider à mettre en place ces applications dans le cloud, et puis le client final. Donc il y a quand même un jeu comme ça à 4 à mettre en œuvre. Simplement, il y a une séquence, et la première séquence, c'est avoir ce référentiel et avoir ces recommandations faites par les États, en tout cas pour la partie souveraine. Après, on peut, sur des choses qui sont un peu moins souverains, on peut je pense, se passer de ce côté étatique et dire, bah oui, mais il y a aussi des référentiels existants pour le privé. Typiquement, le CSA aux États-Unis donc Cloud Security Alliance a fait des choses assez intéressantes qui permettent, bah voilà, c'est un guideline avec les bonnes recommandations, et ça peut être un bon référentiel pour une entreprise qui n'est pas assujettie aux lois locales de par son rôle, hein, si elle est OIV ou OSE. D'accord. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que tous les acteurs doivent intervenir pour aboutir à cet objectif commun. Les gouvernements doivent promouvoir une législation et des critères précis qui permettent aux entreprises françaises de pouvoir continuer à rayonner, à être compétitifs au global, à l'international, tout en instaurant ce cadre pour obtenir finalement un cloud de confiance. Les entreprises privées doivent, enfin, en tout cas les fournisseurs cloud peuvent apporter aussi leur capacité d'innovation par rapport à ces contraintes techniques. Et d'ailleurs, je disais que Google Cloud faisait partie de ces opérateurs qui
émet ces challenges et qui finalement apporte des solutions techniques à des problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques juridiques ou plutôt dans le domaine du politique. Enfin, les associations ont aussi leur rôle à jouer dans la promotion de best practice pour les entreprises et pour développer l'écosystème justement de ce cloud de confiance. Je compléterai peut-être ma réponse. On a cité tout à l'heure, tu as cité GaiaX, qui est aussi un élément de réponse à ça, qui est un effort européen. Donc je pense que, vu les enjeux, le fait de travailler avec ses partenaires européens est une bonne idée parce que c'est des enjeux assez importants. Et puis le principe de GaiaX, c'est de favoriser le portage d'applications et l'échange de données. Donc il faut bien à un moment donné échanger ces données avec pourquoi pas des partenaires qui ne sont pas français et qui seraient européens ou même à l'extérieur de l'Europe. Donc GaiaX va dans ce sens-là. Et là on voit très bien que le catalyseur ou le sponsor de ce type d'initiative, ce sont les États. C'est tellement, entre guillemets, difficile à mettre en œuvre. C'est assez cher, malgré tout, en termes de coûts humains, d'énergie. Il faut des compétences importantes et pas mal de monde pour avancer sur ce type de choses. Puis surtout, à un moment donné, il faut que les politiques puissent dire au privé, les garçons, si vous voulez vous échanger quelque chose, il va falloir vous mettre autour d'une table, sinon ça ne va pas marcher. Donc clairement, l'État ou les États, au niveau européen, pour GaiaX en tout cas, ont un rôle essentiel et sur lequel ni un privé comme Capgemini, ni je pense un cloud provider comme Google ou un autre ne pourrait, entre guillemets, se substituer à ce rôle-là. Enfin, c'est impossible. Je ne vois pas pourquoi, soudainement, les acteurs européens se mettraient à suivre un opérateur particulier. Ce n'est pas possible. Donc les États ont vraiment un rôle important, dans le cadre de la souveraineté en tout cas. Et peut-être juste pour compléter aussi par rapport à GaiaX, effectivement, ce qui est important, et notamment ce qu'on salue nous chez Google Cloud, c'est l'ouverture vers les partenaires non européens pour effectivement pouvoir bénéficier de l'expertise technique de ces partenaires pour aboutir à cette autonomie stratégique en Europe. Loin de moi l'idée de vouloir être polémique, mais c'est un sujet qui a été pas mal discuté sur Internet et sur différents forums parce que certains ont confondu à un moment donné cette question de GaiaX de souveraineté avec un club fermé et surtout si vous n'êtes pas européen, vous ne pouvez pas y participer. Alors on peut avoir cette position, pourquoi pas, simplement il faut revenir à l'objectif premier de GaiaX qui est une standardisation. C'est-à-dire que l'idée c'est de mettre en place des standards, des éléments qui permettent d'échanger ces données, ces applications. Donc évidemment à un moment donné on peut dire messieurs Google, Microsoft, Amazon et autres, vous ne faites pas partie du club, c'est quand même difficile de se priver de ces acteurs du cloud parce qu'ils représentent une part importante du marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire de façon aveugle. C'est là où le curseur doit être une fois de plus positionné au bon endroit parce que si on parle de standard, il est évident qu'on doit travailler avec les cloud providers. Si on parle de pure souveraineté, bon, c'est déjà un peu plus compliqué. Ce qui veut dire que c'est ce qui a fait ce débat un peu passionné d'ailleurs sur les réseaux sociaux autour de pourquoi GaiaX a accepté que des cloud providers étrangers, enfin non européens, pardon, puissent être membres de cette association. Donc ça a été un vrai débat, qui existe encore d'ailleurs. Tout à fait. Peut-être une remarque là-dessus ? Non, tout à fait. Enfin, je pense que c'est exactement la question. Et effectivement, nous saluons le choix qui différencie le protectionnisme de la souveraineté, et souveraineté, encore une fois, dans le sens offrir une stratégie, offrir une autonomie stratégique aux entreprises européennes, aux entreprises françaises. D'autre part, on va avoir plusieurs discours, notamment ceux qui pensent que la souveraineté et l'innovation sont deux concepts complètement antinomiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la souveraineté, ou en tout cas la recherche de cette souveraineté numérique, serait un frein à l'innovation. Quel est votre avis sur la question ? Moi, je prendrai un exemple pour répondre à cette question. La partie post-quantum crypto, qui est un sujet, je pense, important aujourd'hui. Certains acteurs réagissent de façon positive à ce nouveau sujet. Mais pourquoi j'ai posé cet exemple ? Clairement, on peut se dire, oui, souveraineté, on parle de chiffrement de la donnée, chiffrement des applications, super, donc j'ai la réponse au problème. Oui. Malheureusement, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, tous les algorithmes et les clés qu'on a pu utiliser pour chiffrer ces données, que ce soit sur du symétrique ou de l'asymétrique, d'un seul coup sont mises à mal, parce que c'est un peu comme l'an 2000, d'un seul coup on a une échéance, on se dit à partir du moment où on va arriver à un certain nombre de qubits, donc une certaine puissance de ces ordinateurs quantiques, d'un seul coup
tout le chiffrement qu'on a pu mettre en place pour se protéger. Alors pour se protéger face à des menaces externes, ça peut être le provider, ça peut être un ennemi, ça peut être une nation concurrente. D'un seul coup, tout ça s'écroule. Donc là, je pense que, pour répondre à ta question, les deux doivent fonctionner ensemble. Parce que dans ce cadre-là, les investissements autour du quantique sont très 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 élevés. On a vu que le gouvernement français avait décidé d'y mettre une somme assez conséquente, ce qui est une très bonne idée, et ce qui va nous permettre de continuer à être souverain. Voilà, donc je pense que c'est vraiment l'exemple qui peut un peu illustrer ma réponse, dans le sens où on peut dire que c'est complètement décorrélé, mais à un moment donné, on va avoir des soucis. Et en l'occurrence, sur le chiffrement, c'est vraiment le bon exemple, parce que aujourd'hui, moi, la meilleure réponse que je peux donner à mes clients concernant du cloud et de la protection sur le cloud, c'est du chiffrement. Leur dire, voilà, vous devez chiffrer les données, chiffrer vos applications, alors pas n'importe comment et avec n'importe quoi. Donc on peut revenir sur quelle solution technique on va utiliser. Mais si d'un seul coup, n'importe quel concurrent ou étranger ou pays étranger peut déchiffrer les données que j'ai chiffrées, ma souveraineté s'écroule comme un château de cartes. Donc là, je pense au contraire que la technologie peut être une réponse, c'est pas la seule, mais peut-être une réponse à la souveraineté. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Et je trouve aussi que, très clairement, je pense que la souveraineté est un vecteur, est un vecteur. Bon, je pense vraiment que la technologie est un vecteur de l'innovation. Et on a vu plusieurs innovations dernièrement, que ce soit en termes technologiques, l'arrivée par exemple du confidential computing qui vient renforcer la protection de la donnée, et c'est une innovation qui vient répondre directement à ces problématiques de souveraineté comme on l'a indiqué. En termes aussi d'écosystème, on a vu des initiatives comme GAIX émerger, qui vient créer un écosystème d'infrastructure, un écosystème de la donnée, obliger les entreprises qui invitent les entreprises à venir travailler ensemble pour créer quelque chose, pour créer un partage en tout cas de cette donnée. Aussi dans la pratique, une innovation avec cet esprit de partenariat qui est d'ailleurs qui est aussi un des aspects de la souveraineté. La création de partenariats, et notamment pour moi qui est important, puisque pour une entreprise non européenne, la création d'un partenariat avec les entreprises locales aide justement à ce transfert de connaissances et justement encore plus à apporter de l'innovation, une nouvelle offre de confiance en France et en Europe. Je compléterai peut-être ce que j'ai dit par... Il y a un deuxième aspect que je n'ai pas couvert. Je parlais de la technologie qui pouvait aider la souveraineté et qui devait être donc adressée ensemble, je dirais. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire la souveraineté qui peut aider dans le R&D et dans la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, il va falloir, on le voit avec la pandémie, le Covid, les vaccins. Alors c'est un sujet très sérieux et je dirais même plus sérieux que le cloud. Mais clairement, si on veut... continuer à être souverain, il va falloir que les États, et donc les composants de cette souveraineté, investissent dans la technologie. Donc c'est dans les deux sens. La technologie aide à être souverain, mais la souveraineté va permettre aussi de, pourquoi pas, développer les bonnes technologies. Il va falloir prendre des décisions stratégiques en termes de technologie. Donc là, comme je l'ai déjà dit, le gouvernement français va investir sur du quantique, mais il y a aussi d'autres sujets. Et je pense que les axes de développement ou les choix d'investissement d'un État montrent où est-ce qu'on situe sa souveraineté, quelque part. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la propriété intellectuelle. Comment vous envisagez de la protéger, cette propriété intellectuelle, dans un environnement qui est, en fin de compte, très immatériel et il n'y a pas de frontières? Pour moi, il y a plusieurs types de propriété intellectuelle. Et c'est de plus en plus complexe, d'ailleurs, à adresser. Dans le passé, on parlait essentiellement de code, d'application. Voilà, je suis un développeur fou, j'ai développé une super application, je ne voudrais pas qu'on me la vole. Donc ça, il y a déjà des technos existants depuis très longtemps, d'offuscation et autres qu'on sait faire. D'ailleurs, il y a même des solutions françaises qui permettent de s'assurer qu'on conserve un code de façon sécurisée. Malgré tout, ou malheureusement, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, par exemple, la propriété intellectuelle, ça peut être un algorithme. Si je fais du machine learning ou je fais de l'IA, d'un seul coup, l'algorithme devient propriété intellectuelle, mais aussi mes données, pourquoi pas. Mon jeu de données, parce qu'on sait très bien quand on veut faire de l'IA, l'algorithme est essentiel, mais si je n'ai pas le bon jeu de données
pour trouver le bon algorithme, j'avance pas de façon efficace. Donc les deux vont ensemble. Et là, c'est important de pouvoir mettre en place des solutions un peu nouvelles qui vont permettre de pouvoir continuer à faire de l'IA, partager des données avec pourquoi pas d'autres acteurs du même métier que moi. Je suis dans la santé, je trouvais la bonne molécule dans le cadre d'une maladie par exemple, donc je veux échanger des données avec pourquoi pas un laboratoire pharmaceutique concurrent, mais je ne veux pas qu'on puisse quelque part me voler mon jeu de données. Donc là il y a de nouvelles technologies, alors je pense au differential, ce qu'on appelle en anglais differential privacy ou le chiffrement homomorphique. Enfin, voilà, il y a différentes technos qui vont permettre d'adresser ce problème de non seulement pas de code, mais de données et d'algorithmes. Donc ça, c'est essentiel, je pense, d'ajouter encore cette technologie pour pouvoir protéger ce nouveau type, je dirais, de propriété intellectuelle. Oui, non, tout à fait d'accord. Et s'agissant de Google Cloud, effectivement, étant dans une offre de cloud public, nos contrats sont très clairs par rapport à la propriété intellectuelle. Les données des clients restent la propriété des clients, l'infrastructure est la propriété de Google. C'est quelque chose que nous avons, c'est un principe que nous avons mis en place de longue date et qui va avoir plusieurs conséquences. C'est que premièrement, on ne va pas utiliser les données de clients, on les utilise uniquement, selon un peu ce terme du RGPD, en tant que sous-traitant, donc sur instruction du client, selon ce qui est défini dans le contrat, d'une part. D'autre part, on s'oblige à ne pas faire de ciblage de publicité en utilisant les données des clients. On s'engage bien évidemment à ne pas vendre les données des clients à des tiers. Il y a un business model qui est différent chez Google Cloud, puisque ce sont des solutions payantes, et c'est ça qui est différent de ce qu'on peut imaginer de Google, qui a plutôt des services pour des consommateurs, là où Google Cloud a des services vraiment dédiés aux entreprises, donc sur une offre B2B. D'accord, merci. Très bien. Et vous parliez tout à l'heure également notamment des algorithmes. Donc comment faire pour les algorithmes et les time to market, mais surtout comment assurer la sécurité des clients finaux? C'est un vaste sujet. Alors, il y a plusieurs choses. Concernant le time to market, aujourd'hui, chez CAP, on a fait une enquête en 2020 sur l'adoption de l'IA. Alors, au sens large, mais c'est essentiellement autour du machine learning et du deep learning. Donc, l'adoption de ces technologies d'IA. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un chiffre extrêmement élevé, on est proche des 70%, des entreprises qui avaient du mal à passer à l'échelle. Donc, elles faisaient des POC, des proof of concept, proof of value, sur un périmètre ou un scope très réduit, pour essayer de comprendre comment ils pouvaient utiliser l'IA, parce qu'aujourd'hui, une direction générale qui dit qu'elle n'utilise pas l'IA, c'est un peu compliqué. Donc, ils sont quand même obligés, en tout cas, d'investiguer cette piste, de voir ce qu'ils pourraient en faire. Et clairement, comment on fait pour passer à l'échelle? Donc, le time to market est assez compliqué pour ces entreprises. Donc, c'est là où nous, on peut les aider avec des méthodologies pour clairement comprendre comment on pourrait utiliser ces types de technologies à l'échelle, j'insiste vraiment à l'échelle, pour que immédiatement on ait le bénéfice de ce type de technologie. Parce qu'il est là le problème, si on parle de time to market, aujourd'hui les entreprises qui ont le mieux géré cet aspect passage à l'échelle de nouvelles technologies, donc je parle d'IA, mais il n'y a pas que l'IA, eh bien elles sont gagnantes. Elles sont gagnantes dans leur propre marché, sur leur propre business. Elles gagnent, elles vont plus vite que la concurrence, elles gagnent plus d'argent, elles vont plus fort que la concurrence. Donc le time to market, il est important et c'est de la méthodo, on est capable d'aider nos clients sur cet aspect-là. Pour moi, il n'y a pas véritablement de technologie dans ce cadre-là, c'est plutôt du savoir-faire et de la méthodo. Pour en venir aux algorithmes, là aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a une large adoption, une fois encore, de l'IA et des technologies. Donc il y a aussi peut-être une nécessité pour nos clients de comprendre comment utiliser ces technos, à savoir faire un peu faire le tri dans toutes ces informations-là. Est-ce que je dois faire du deep learning? Est-ce que je dois faire du machine learning? Est-ce que je dois faire, je ne sais pas, du natural language processing? Est-ce que je dois faire de la vision automatique? Il y a plein de sujets qui peuvent être intéressants dans le cadre de leur métier, mais c'est assez compliqué à définir. Donc on doit aussi les aider sur les technos. Et là, la bonne réponse, pour moi, et c'est important parce que c'est quelque chose qui peut être fait au sein de l'entreprise, mais aussi dans un écosystème et au niveau national,
c'est je dirais le multi ou le pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, expert cyber, je ne suis pas crédible pour aller parler d'un algorithme de régression particulier sur de l'IA. Je peux en parler, mais ça va très vite être à sec comparé à un vrai data scientist. Mais l'inverse est vrai aussi. Si on parle de cyber et qu'on en discute avec des data scientists, ce n'est pas leur métier. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose d'ailleurs assez intéressant, parce que c'est nouveau, enfin pour moi c'est nouveau en tout cas, c'est qu'il y a un time to market, les algos sont compliqués, et chez nos clients, et comme chez nous, et comme j'imagine chez les différents fournisseurs de services, on va devoir travailler avec des équipes pluridisciplinaires, avec donc des expertises différentes. IA, je parle de cet exemple-là, mais il y en a d'autres, et pourquoi pas des expertises verticales. C'est-à-dire si on parle d'IoT, 5G, un autre sujet qui est aussi un sujet important pour la souveraineté, l'IoT, 5G, cyber, moi je peux en parler, mais est-ce que je suis vraiment un expert du monde connecté? Pas vraiment. Comme tout le monde, je peux me documenter, mais je ne suis pas plus un expert qu'un autre. Donc là, on va aussi mettre en place des équipes pluridisciplinaires. Donc, connaissance des technologies, mise en place d'équipes pluridisciplinaires et application d'une méthodologie pour aider nos clients à passer à l'échelle. Oui. Pour revenir sur la première partie de la question sur le time to market, en écoutant Luis, effectivement, je pense qu'il y a effectivement aussi un vecteur important, au-delà du fait que le cloud est un vecteur pour réduire le time to market pour nos clients, mais l'utilisation d'un cloud ouvert peut aussi avoir une importance pour les clients, parce que ça va permettre notamment de créer des partenariats et de développer plus rapidement des solutions qui vont répondre aux besoins des clients et qui vont venir réduire ce time to market pour la création de nouvelles offres. Pour répondre à la question sur la sécurité, effectivement, la sécurité est un facteur important qui impacte la transition numérique des entreprises. Et on a vu plusieurs évolutions. Aujourd'hui, les utilisateurs ne sont plus dans un endroit fixe chez eux, ils bougent, ils sont en déplacement. La donnée n'est plus on-premise, on a plus rarement les données on-premise, mais ils sont plutôt dans le cloud. Et tout ça va avoir un impact sur le choix du fournisseur cloud qui sera utilisé par les clients. Effectivement, chez Google Cloud, on a l'expérience du cloud. C'est une boîte c'est une entreprise qui est née dans le cloud il y a 20 ans, qui connaît bien les tenants et les aboutissants en matière de sécurité attachée au cloud computing. Il y a aussi une forte expérience de la réglementation autour du cloud. Nous avons discuté avec beaucoup de régulateurs quasiment dans le monde entier pour façonner finalement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous avons des certifications en matière de sécurité. Je pense à ISO 27701, ISO 27001, 27017 et 18 qui sont vraiment plus spécifiquement au cloud sur la sécurité et la protection des données. Je pense que c'est d'utiliser un cloud public qui a toutes ces certifications et cet historique sur la sécurité va permettre aux entreprises et à l'utilisateur final finalement de pouvoir bénéficier de l'apport et de la connaissance générale sur la sécurité. Et si on rentre un petit peu plus dans les certifications et justement dans ce qui est un petit peu plus technique, on va dire, comment se positionne un SOC externe là-dessus? Comment vous le voyez? Alors, sur le sujet du SOC, aujourd'hui, enfin donc des Secure Operations Center, donc monitorer, surveiller sa sécurité et les incidents de sécurité, on assiste aujourd'hui à peut-être un changement assez intéressant de par l'adoption du cloud, mais pas uniquement. Dans le passé, on avait tendance à se dire, comme tout était dans un data center ou plusieurs data centers, on pouvait se permettre de faire transiter les données pour aller les consolider dans un système, parce que c'était chez vous quelque part. C'est dans votre propre data center. On quitte, c'est du réseau local, ça va vite. Le stockage coûtait cher, mais bon, on s'en sortait. Aujourd'hui, on se retrouve avec des données qui sont dans un cloud, dans un autre cloud. Oui. On n'a pas parlé des fournisseurs de type SaaS, donc les Salesforce et autres. Et là, on a aussi des données chez eux. Et là, on n'a aucune maîtrise, ce n'est pas l'infrastructure as a service, donc on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe chez eux. Donc, les SaaS, pourquoi pas encore dans un data center avec un modèle hybride? Donc, on se retrouve avec des données partout. Donc l'idée qui consiste à peut-être tout consolider à un endroit pour les analyser et détecter les attaques est plus très pertinente. Ou en tout cas, elle devient compliquée à mettre en œuvre, ça va coûter très cher en réseau, ça ne va pas forcément être complètement applicable et autres. Donc aujourd'hui, on assiste à un changement par rapport à ça, où on se dit,
laissons les données où elles sont. Voilà, j'ai des données un peu partout, je les laisse où elles sont. Par contre, je vais être en capacité, avec des nouvelles solutions, je vais être en capacité à faire du query, de la recherche, de la corrélation, en requêtant les systèmes et en rapatriant que les données nécessaires à une recherche. En fin de compte, c'est quoi? C'est une sorte de SOC transcloud, c'est ça? C'est-à-dire Ouais. quelque chose de transverse ou c'est Exactement. par cloud provider? Exactement. Et si on va même un peu plus loin, aujourd'hui, on se retrouve aussi à avoir une convergence de l'IT, donc l'informatique, on va dire du tertiaire, quelque part, avec la sécurité industrielle. Les usines, Factory 4.0, enfin on peut tout imaginer. Donc on a une certaine convergence. Donc non seulement on va faire converger des cloud providers entre eux, c'est-à-dire mes data chez Google, mes data chez un autre cloud provider, mais en plus, j'ai mon tertiaire avec mes applications bancaires, comptabilité, CRM, ERP et autres, mais j'ai aussi mon usine, avec peut-être ma chaîne de montage, avec des données que je dois consolider. À une époque, jusqu'à très récemment, c'était totalement, je dirais, disjoint, personne ne se parlait, deux mondes totalement différents. Aujourd'hui, on se rend compte que le risque, il est global. Le risque, il est global, on peut plus se permettre de dire, ouais, ben moi, je gère mon risque industriel d'une autre façon, et puis quelque part, c'est pas mon travail. C'est un peu compliqué. Il y a encore des sociétés qui raisonnent comme ça, mais ça devient de plus en plus compliqué. On a quelques gros industriels qui ont été coincés avec des problèmes de sécurité ces dernières années. Donc c'est vraiment une menace réelle. Donc on a cette convergence entre les cloud providers et on a aussi ces convergences entre les domaines, donc l'IT et l'OT, ce qu'on appelle l'OT, donc Operation Technology, donc la sécurité industrielle. Donc en effet, on doit se réinventer, on doit à la fois avoir des nouvelles technologies qui permettent de le faire, et puis sur cette convergence entre l'IT et l'OT, par exemple, c'est-à-dire que dans mon SOC, qu'il soit interne ou externe, il me faut des experts industriels. Voilà, parce que si j'ai une attaque sur un PLC ou un automate de marque Schneider ou autre, enfin, ce n'est pas quelqu'un qui d'habitude surveille mon serveur web qui va comprendre ce que c'est que cette attaque au niveau du PLC ou de l'automate Siemens. Donc on est aussi obligé dans le SOC d'avoir donc ces nouvelles technologies, je l'ai déjà dit, mais aussi il faut encore des compétences très différentes et complémentaires. Donc ces SOC externes, ça devient vraiment intéressant et complexe à mettre en œuvre. Alors là, tu donnes un point de vue assez d'un intégrateur, en fin de compte. Hein, mais ça serait peut-être intéressant aussi de savoir comment un clouder se positionne sur cette question-là. Oui. Enfin, c'est vraiment plus pour compléter la question, parce qu'effectivement, c'est plus d'un point de vue intégrateur, mais je pense que l'intérêt du multi-cloud peut avoir aussi son importance dans cette question. C'est que nous arrivons dans un monde où les entreprises vont utiliser plusieurs clouds et effectivement avoir un outil qui sera capable de gérer, finalement, d'administrer ces instances, que ce soit on-prem, dans un cloud privé, ou chez un Google, ou chez un de nos concurrents. Il va falloir effectivement avoir ces outils, cette plateforme pour pouvoir administrer, pour pouvoir contrôler les différents éléments de sécurité attachés à chacun de ces instances. Bon. Par exemple, juste pour illustrer ce que je disais, on voit de plus en plus un monde qui va être basé sur des communications machine to machine. Donc ce qu'on appelle vulgairement dans le métier les API. Certains, même en Californie, j'ai vu certains acteurs assez intéressants qui en ont fait un business model. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir qu'aujourd'hui, dans à peu près toutes les entreprises, vous allez recoder des mêmes morceaux de code, alors que pourquoi pas acheter un code quelque part qui sera exécuté par quelqu'un dont c'est le métier via une API. Et c'est pareil pour la sécurité maintenant. Au lieu d'avoir tous ces systèmes où on va consolider, on va peut-être simplement interroger via des API. Donc aujourd'hui, la technologie ou les technologies autour des API deviennent de plus en plus critiques et c'est quelque chose que les entreprises n'ont pas complètement, je pense, intégré dans leur schéma directeur au niveau sécurité. On reste encore très human-centric, centré sur l'humain, ce qui est bien, tant mieux, mais bon, il va y avoir de plus en plus de communication entre des machines et il va falloir aussi sécuriser ces aspects-là. Et quand on est entre deux clouds, ça va être une machine chez Google qui va discuter avec une machine chez Amazon. Et quand je dis machine, ça peut être un container, une fonction, du serverless. Enfin, c'est pas nécessairement un serveur. Donc on va avoir une fonction qui va discuter avec une autre fonction. Il n'y a aucun humain dans l'histoire. Et donc il va falloir sécuriser ça. C'est-à-dire que est-ce que cette fonction a le droit de discuter avec cette fonction?
est-ce qu'elle a le droit de demander ce qu'elle vient de demander? Et si j'envoie les données, est-ce que c'est chiffré de la bonne façon? Est-ce que je ne veux pas que quelqu'un au milieu puisse récupérer la donnée? En fin de compte, l'avenir est-il au confidential computing? On en discutait tout à l'heure aussi. C'est une vraie question. Alors, c'est une nouveauté, et d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Google est assez à la pointe sur ce sujet-là. Classiquement, pour comprendre le chiffrement, on prend trois catégories. On dit data in use, data at rest et data in transit. Donc, data in transit, c'est le transport. J'ai besoin d'envoyer une donnée d'un point A à un point B. Là, on sait faire depuis très très longtemps. Il y a des VPN, il y a de l'HTTPS, du TLS. Enfin, on sait faire ça depuis longtemps. Il faut bien le faire, mais on sait faire ça depuis longtemps. Le deuxième aspect qui était le data at rest, donc c'est le stockage de la donnée. Là, une fois encore, les fournisseurs savent faire depuis très longtemps du stockage sécurisé avec du chiffrement. Encore faut-il, comme tu l'as proposé tout à l'heure, faire de la gestion de clés externes pour garder le contrôle de ces données. C'est-à-dire que le jour où je n'ai plus envie de discuter avec Google, j'invalide la clé, ou je disable la clé, immédiatement les données ne sont plus déchiffrables, ou on ne peut plus les déchiffrer chez Google et on est tranquille à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis un moment. Et le data in use, c'est la nouveauté, donc c'est le confidential, enfin nouveauté depuis quelques temps, c'est la capacité à exécuter une application de façon sécurisée. C'est-à-dire que même un administrateur chez Google qui a accès à la machine sur laquelle se tourne votre virtual machine, votre image virtuelle ou votre container, quoi que ce soit, il a les droits admin sur la machine, il dit tiens, c'est intéressant, c'est la machine virtuelle de telle société, je vais faire un dump de la mémoire et je vais avoir tous les secrets, les passwords, les données en clair, parce que c'est en mémoire. Avec le confidential computing qui adresse plutôt le data in use, on va être en capacité à exécuter cette application de façon sécurisée en chiffrant l'exécution. Et donc là, tous les gens qui sont externes à cette enclave, c'est une technologie dite d'enclave. D'ailleurs, on a tous une enclave dans sa poche. Ça s'appelle le téléphone ou la carte à puce. Il y a des enclaves sur les cartes à puce. Le code est exécuté dans une enclave. Donc ce n'est pas une nouvelle technologie, mais on l'exécute maintenant dans le cloud. Donc c'est assez intéressant d'être capable de dire, je peux maintenant utiliser du cloud public, Google par exemple, avec des données qui transitent de façon sécurisée, des données qui sont stockées de façon sécurisée et des données qui sont exécutées dans une application de façon sécurisée. Oui, je disais à l'instant que, dans une question précédente, qu'au fait, finalement, les dernières innovations en termes de sécurité viennent répondre à la problématique de souveraineté, et le confidential computing est l'exemple parfait. Au fait, en offrant un chiffrement de bout en bout de la donnée, donc qu'elle soit en déplacement, qu'elle soit en cours d'utilisation ou qu'elle soit au repos, stockée, finalement, il va avoir cette protection, ce chiffrement, et ça conjugué effectivement avec le fait que la clé de chiffrement peut être hébergée à l'extérieur d'une infrastructure, va permettre de redonner, dans le modèle du cloud computing, va permettre de redonner finalement le contrôle au client. Nous, chez Google Cloud, on souhaite vraiment rester à notre rôle de sous-traitant. On ne veut pas avoir de responsabilité par rapport à la donnée. C'est la responsabilité du client. Et ça permet finalement de revenir à ce principe qui était simple au départ. Alors, peut-être un complément là-dessus. On parlait de souveraineté tout à l'heure. On va reboucler la boucle quelque part. Le confidential computing est une vraie bonne réponse à ce problème de souveraineté. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'on positionne le curseur? Est-ce que moi j'ai confiance dans le chipset ou le processeur Intel, et ce n'est pas le problème de Google, le chipset Intel ou AMD qu'il y a dans le serveur? Parce que quelque part, quand même, mon application va être exécutée sur une machine avec un processeur. On ne sait pas encore faire sans processeur. Donc il y a un processeur avec de la mémoire. Donc aujourd'hui, il y a eu des fameuses attaques il y a encore quelques temps, enfin il y a quelques années, donc ce qu'on appelle les attaques de type Channel, sur le processeur. Donc ça existe, c'est possible. Donc là, d'un seul coup, on se dit, ah ouais, alors moi j'ai mis en place du confidential computing, je suis super secure, j'ai ma Rolls au niveau souveraineté, il arrive une nouvelle attaque sur le processeur Intel, tout mon système s'écroule. Alors une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, modèle de menace, qu'est-ce que je crains? Est-ce que je crains l'opérateur? Est-ce que je crains un État? Ou est-ce que je crains une erreur de mon administrateur? Les éléments de réponse ne seraient pas les mêmes. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on voulait aller au bout du bout en termes de souveraineté, il faudra mettre en place ce dont on vient de parler, toutes ces technologies-là, mais en plus, discuter avec un fondeur de chipset européen
qui pourrait permettre d'avoir donc un processeur dans les machines chez Google ou ailleurs pour dire, en plus, je fais du confidential computing avec un processeur réputé de confiance, puisqu'on maîtrise la société qui le développe et la société qui le met en œuvre. Donc ça serait l'ultime solution, quelque part, pour se protéger vis-à-vis de toutes les attaques. Maintenant, elle coûte cher. Elle coûte cher, ça veut dire que d'un seul coup, un État ou des États vont se mettre d'accord pour créer le Intel européen ou l'équivalent européen. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Il faut encore, on déplace le curseur et on se décide vis-à-vis de quel type de menace on veut se protéger. Il faut cette défense au fait en profondeur, c'est exactement ça, en partant du hardware jusqu'au software, jusqu'à la couche protection de la manière dont l'utilisateur va se connecter sur son environnement. Mais effectivement, c'est un des prochains challenges, je pense, à venir. Alors nous parlons du cloud, donc on est complètement dans ce sujet-là et on ne peut pas parler du cloud selon moi sans parler de la fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui a été quand même proclamée face à la French Tech, qui est que nous avons perdu la bataille du cloud. Qu'en pensez-vous? Trop pessimiste? Alors, peut-être une petite histoire personnelle. Moi, j'ai travaillé avant il y a quelques années, sur un des projets français de cloud souverain. Je ne citerai pas lequel, mais un des deux de cloud souverain. Et en effet, c'était l'objet, c'était créer un cloud souverain, un fournisseur de cloud souverain pour répondre à toutes ces problématiques. L'idée était très bonne. Enfin, on ne peut pas revenir sur le fait qu'il y avait un besoin et que l'idée était très bonne. Bon, l'exécution, c'est une autre histoire. Peut-être qu'on a péché dans l'exécution, c'est possible. Mais moi, à l'époque, je m'étais dit, mais pourquoi on s'embête à mettre en place toutes ces infrastructures? Et là, je rejoins un peu ce que dit notre président. Quand Google ou Amazon ou Microsoft investissent, ils mettent 10 milliards sur une techno, 5 milliards sur un nouveau truc. Je ne sais pas qui en France peut mettre 10 milliards, dans l'État peut-être, mais mettre 10 milliards sur la table pour juste un investissement sur une techno. C'est juste pas possible. Donc c'est là où je comprends le président qui dit, c'est perdu. Enfin, cet aspect-là de la guerre, en tout cas, on a perdu cette bataille. Donc moi, à l'époque, et je continue à penser, et ça rejoint ce qu'on vient de dire quelque part, c'est qu'on a en France, en Europe et en France en particulier, mais en Europe, alors l'Angleterre n'est plus européenne, mais Cambridge est un bon exemple, mais il y a Lausanne avec le PFL, il y a Louvain en Belgique, il y a des très grandes universités, et en France avec Polytechnique, Normal Sup et autres, où on est des très 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 bons scientifiques dans le domaine du chiffrement. Et quelque part, si on était en mesure de mettre en place les technos dont on a parlé, on pourrait relativement, j'ai bien relativement, être confiant dans l'utilisation des clouds publics dans lesquels les GAFA, pour reprendre le terme à la mode, les GAFA sont en avance. Enfin voilà, le retard nous sommes trop en retard, ça va être très compliqué de récupérer ce retard. Par contre, mettre en place des solutions techniques qui existent quelque part, mais peut-être les adopter à grande échelle avec un coup de pouce de l'État, je pense être une voie plus raisonnable qui nous permettrait de bénéficier des capacités de puissance brutale des cloud providers. Quand Google peut vous proposer du BigQuery, donc qui est la solution d'IA chez Google, avec des centaines et des centaines, des milliers de machines comme ça, instantanément, honnêtement, c'est une puissance phénoménale et brutale dont on a besoin pour plein d'usages. Maintenant, en effet, on n'a pas forcément 100% confiance dans le cloud opérateur, mais on a les technos européennes et françaises pour le faire. Donc voilà, longue réponse à ta question, mais je pense qu'il a raison en disant la bataille est un peu perdue sur le côté infrastructure du cloud, mais pour moi, on a toutes les armes pour être capable de jouer une autre bataille qui serait celle du chiffrement et d'autres technologies pour, quelque part, assurer ou réassurer nos clients dans l'utilisation du cloud public. Très bien. Un mot, Fintra? Nous avons une position bien évidemment très humble par rapport à ce sujet. Notre philosophie, c'est que nous souhaitons accompagner les entreprises françaises et européennes dans leur transition digitale. Et pour ce faire, nous souhaitons leur apporter le meilleur de notre technologie, la puissance de nos data centers, comme on l'a dit précédemment, dans un environnement de confiance. Tout le débat autour de la souveraineté nous a amené aussi à activer un autre aspect de notre philosophie, c'est-à-dire la construction d'un partenariat avec les acteurs locaux
établir des partenariats pour pouvoir transférer les connaissances et pour pouvoir faire émerger aussi des acteurs locaux dans le cloud. Et c'est dans ce sens, par exemple, qu'on a annoncé notre partenariat avec notamment un acteur français, OVH Cloud, juste pour citer un exemple, pour pouvoir offrir des produits Google sur un environnement qui serait sécurisé, en tout cas, de confiance pour un client français. Alors c'est un très bon exemple, je rebondirai dessus, parce qu'on vient d'annoncer le même partenariat avec OVH Cloud. Alors nous, je pense qu'on a une approche un peu différente, puisqu'elle consiste à travailler avec une société comme OVH Cloud pour fournir des solutions plutôt sur des verticaux. Typiquement, l'hébergement de données de santé. En ce moment, c'est un sujet essentiel et qui va l'être encore plus, je pense, dans le futur. Il existe, et j'essaie d'un peu de consolider tous les sujets qu'on a abordés, mais il existe un référentiel. Il existe. On sait en France que pour héberger des données de santé, il faut être qualifié par l'ANSSI. On ne fait pas n'importe quoi. L'ANSSI a mis en place des process pour qualifier des acteurs pour être capable d'héberger ces données de santé. OVH en fait partie. Nous, on est qualifiés pour travailler, pour fournir de l'opération, donc de l'opérationnel sur ces sujets d'hébergement de santé. Tout va bien, on peut travailler ensemble pour fournir une solution verticale, souveraine, entre guillemets, pour être capable d'héberger les données de santé. Après, l'idée, c'est d'élargir, évidemment, le plus ce type de cas d'usage à d'autres cas d'usage. Mais voilà, données de santé, je pense que c'est un très bon exemple dans un premier temps et qui permettent d'associer donc, des acteurs assez différents comme Google, OVH Cloud et nous. Très bien. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette interview et parce que nous arrivons à la fin, peut-être se tourner un petit peu plus sur le futur. Selon vous, quelles sont les technologies qui pourraient bouleverser le secteur du cloud ? Alors, je citerai peut-être deux technos qui sont vraiment aux deux extrémités du spectre. Une extrêmement technique, dont j'ai déjà parlé, qui serait la partie quantique, donc le PQC, donc Post-Quantum Crypto, parce qu'il y a des enjeux colossaux. Donc là, honnêtement, on n'a pas le choix. Je pense que les entreprises sont encore un peu à se regarder en chien de faïence, à dire mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et accessoirement, le sujet quantique est tellement complexe que des acteurs comme Capgemini, mais aussi pourquoi pas Google et d'autres, vont devoir vulgariser le sujet. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de décideurs pensent qu'on parle de télétransportation, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, on parle de choses beaucoup plus concrètes, et donc il va falloir adresser ce point-là. Donc à l'extrémité du spectre, la partie donc post-quantum crypto. Et de l'autre côté, quelque chose qui pourrait à terme, je pense, révolutionner encore plus le cloud, c'est ce qui a été appelé à un moment donné le distributed architecture, quelque chose d'un petit peu nouveau. Il y a quelques startups aux États-Unis qui font ça. En fait, qui veulent appliquer, alors c'est assez complexe à expliquer, mais qui veulent appliquer aux applications ce qu'on a fait à Internet. Je m'explique. Internet, il n'y a pas un fournisseur, c'est pas Internet. On n'appelle pas Monsieur Internet. Internet, c'est une association de fournisseurs de telco. Quand vous vous connectez à www.quelquechose.com, vous allez quelque part, vous ne savez pas où, vous passez par plein d'opérateurs télécoms, vous ne savez pas, et ça marche. C'est magique. L'idée, c'est de faire exactement la même chose pour les applications. C'est-à-dire que le gars, il est développeur, il est devant son écran, il a développé du code, il dit « Ah, c'est génial, mon code, il est top ». J'appuie sur le bouton, un peu comme on le fait dans ce qu'on appelle les pipelines DevOps. C'est compilé, ainsi de suite. Hop, je pousse mon code. Sauf que là, je ne pousse pas mon code dans mon data center ou chez mon opérateur. Je ne sais pas où je le pousse. Il est poussé quelque part, dans Internet. Et instantanément, les utilisateurs pourront utiliser cette application. Elle sera scalable, c'est-à-dire que, pour la mise à l'échelle, dans le sens où il y a 1000 utilisateurs qui se connectent, il y a peut-être 10 serveurs. Il y en a 1 million instantanément, ça grossit, j'ai 100 000 serveurs qui répondront. Mes données sont sécurisées, tout ça de façon totalement transparente. Donc il y a une ou deux startups américaines qui ont bossé là-dessus, qui ont levé des centaines de millions, donc c'est pas 1, 2, 10 millions, des centaines de millions. Alors aujourd'hui c'est un peu un pari, mais honnêtement, si ça fonctionne, c'est-à-dire que demain, un développeur dans sa cave, aujourd'hui il peut déjà faire beaucoup, mais un développeur dans sa cave demain, il poussera du code qui sera exécuté à l'échelle comme n'importe quelle multinationale, mais sans équipe informatique, sans experts cyber, et ça tournera tout seul. Alors ils ont déjà des démos, hein, ils ont développé une appli
similaire à LinkedIn, avec cette nouvelle technologie. Le codeur, il a développé, il pousse le code, c'est exécuté dans un cloud quelque part. Bon, après, il restera des vraies questions de type monétisation, parce que si j'exécute mon code quelque part, il faut bien que quelqu'un paye. Donc ça sera des sujets qui seront abordés plus tard. Mais donc les architectures distribuées, dedans, il y a du blockchain, il y a plein de trucs, il y a plein de technos qui sont associés ensemble, hein, parce qu'il faut assurer la sécurité du code, la donnée, donc il y a de la blockchain, il y a plein de choses différentes. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est vraiment futuriste, hein, on parle de 5 ans ou même plus. Moi, à une échelle un peu moins éloignée dans le temps, mais enfin, qui restera aussi une problématique, je pense, pour les entreprises pour les années à venir, c'est le développement du multi-cloud et du cloud hybride. Je pense vraiment que les entreprises seront amenées à adopter du multi-cloud, enfin le font déjà aujourd'hui, mais vont amplifier dans les années à venir, avec une problématique de gestion des administrations, effectivement, des différentes instances, des problématiques d'interopérabilité aussi pour pouvoir faire communiquer lorsqu'elles souhaitent changer leurs instances d'un cloud vers un autre. Et toutes ces questions autour effectivement de l'ouverture, de l'utilisation d'un cloud ouvert, d'un open API, on en parlait précédemment, et des systèmes de software ouverts. Écoutez, merci Finitra, merci Louis d'être venu aujourd'hui pour répondre à cette question qui nous semble quand même essentielle, surtout au vu de l'actualité du « Pouvez-vous avoir confiance en votre cloud ?» Merci. Merci beaucoup. À tous les deux. Merci. Il me revient la lourde tâche de conclure ce regard croisé que nous avions voulu. On vous apportait différentes approches de cette problématique et tout de même assez complexe, avec d'un côté Pierre Bélanger qui vous a emmené dans le cadre stratégique, qui a reposé un petit peu les fondements de la problématique. Et l'un des éléments les plus fondamentaux, c'est la confiance. Et la confiance, elle repose bien sûr sur le cadre juridique et quels sont les cadres juridiques qui s'interpénètrent dans cet espace nouveau que nous a apporté par le cloud, un cadre juridique européen, américain, puis de plus en plus le cadre juridique chinois qui va arriver. En contrepartie, nous avons eu deux autres approches. Une approche apportée par Finitra, qui est assez verticale, qui est celle d'un cloudeur unique et qui est tout à fait aussi conscient que ses clients sont tiraillés entre l'excellence des produits et de l'autre côté le respect des données, le respect de la confidentialité, de la confiance de citoyens qui ne sont pas de la même nation. Enfin, Louis nous a emmenés plus dans un voyage technique en nous montrant de la complexité, puisque de plus en plus on est confronté à du cloud multiple et de plus en plus la dynamique technologique ne s'arrête pas, elle continue à avancer extrêmement rapidement et le cloud dans 3 ans n'est pas le cloud d'aujourd'hui. Donc cette première émission se voulait à la fois très généraliste, mais aussi de descendre au plus profond de la technique. Le prochain épisode rentrera plus dans les affaires d'attaque informatique en se posant la question, est-ce que face à une attaque informatique, votre cloud est-il coopératif? Ou plutôt, comment investiguer des traces, des remontées d'informations pour comprendre comment se déroule une attaque dans ce contexte particulièrement complexe du cloud. Donc je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode dans un mois. Merci Arnaud et merci à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui pour ce premier talk show autour de la thématique de la sécurité du cloud. Merci à tous. Merci et discutons-en davantage. Laissez des commentaires sur cette question. Avez-vous confiance en votre cloud ?